Née dans une famille italienne tristement célèbre, Giulia de Médicis était la fille illégitime du premier duc de Florence. Beaucoup ont supposé que la mère du duc était d'origine nord-africaine, ce qui donnait à Giulia la même ascendance. Pourtant, tout laissait penser qu'elle grandirait comme une princesse. Mais en 1537, tout a changé. Avant d'explorer son histoire, je voudrais simplement remercier rapidement les membres de ma chaîne. Et si vous souhaitez devenir membre pour accéder à des sondages exclusifs, des coulisses, du contenu exclusif et plus encore, n'hésitez pas à jeter un œil. Giulia Romola di Alessandro de Medici est née vers l'année 1535 dans la ville de Florence. Elle était la fille d'Alessandro de Medici, duc de Florence, un homme d'origine mixte et sans doute le premier dirigeant noir de la Renaissance européenne. Dès sa naissance, la vie de Giulia fut marquée par secrets, politique et pouvoir. Pour mieux comprendre son histoire, nous devons examiner ses origines et sa lignée. Giulia venait de la puissante famille Médicis, qui était originaire de la région du Mugello, en Toscane. Ils ont bâti leur fortune grâce au commerce et ont ensuite fondé la Banque Médicis, la plus grande banque d'Europe dans les années 1400. Cette richesse incroyable les a aidés à accéder au pouvoir à Florence, surtout sous Cosme de Médicis et son petit-fils, Laurent le Magnifique. Pourtant, ils restaient encore citoyens de nom, mais tout cela allait changer en 1532. Le père de Giulia, Alexandre de Médicis, est né à Florence en 1510. Les registres officiels précisent que son père, Laurent di Piero de Médicis, duc d'Urbino, l'unit à la lignée principale des Médicis. Mais de nombreux historiens soutiennent qu'Alexandre était en réalité le fils illégitime de Jules de Médicis, qui devint plus tard le pape Clément VII. Sa mère était Simonetta da Collavecchio, une femme que l'on pense avoir été servante dans la maison des Médicis, ce qui a conduit à des insultes occasionnelles, les gens l'appelant par moquerie Alexandre Collavecchio. Alexandre était également connu sous le nom d'Il Moro, ou le Mort, en raison de son teint particulièrement foncé, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles Simonetta était africaine ou avait de fortes origines africaines. Un auteur français, Jean Nestor, a même affirmé dans un livre de 1560 que la mère d'Alexandre était une esclave Maure, bien que cela reste non prouvé et fasse l'objet de débats. La vérité sur la naissance d'Alexandre restera peut-être à jamais un mystère, mais une chose était claire. Giulio de Médicis, futur pape Clément VII, le considérait comme son fils. Très généreux et protecteur, la préférence de Giulio ne fit qu'amplifier les rumeurs à Florence. Il reçut une éducation privilégiée, fut formé aux arts de la diplomatie et de la guerre, et vécut parmi l'élite florentine. Ainsi, malgré son illégitimité, il fut traité avec faveur et préparé à diriger. Et à mesure que le pouvoir de Giulio grandissait, surtout après être devenu pape, le statut d'Alessandro augmentait également. En 1527, pendant la guerre de la Ligue de Cognac, une grande révolte força la famille Médicis à quitter Florence. Alessandro s'est enfui de la ville et a vécu en exil pendant plusieurs années. En 1529, le pape Clément VII conclut un accord avec Charles Quint pour rétablir le pouvoir des Médicis. Après un siège de 10 mois, Florence tomba et en 1531, les Médicis étaient de retour au pouvoir, mais cette fois en tant que véritable souverain. Alessandro fut nommé à la tête de l'État florentin, et en 1532 sa position fut officialisée. Il devint le premier duc héréditaire de la ville sous une nouvelle constitution, consolidant ainsi sa mainmise sur le pouvoir. L'ascension d'Alessandro marqua la fin de la République florentine et le début du règne dynastique des Médicis. En tant que duc, il avait une réputation mitigée. Ses partisans le considéraient en ce comme un défenseur des pauvres, animé de bon sens et de justice. Mais ses détracteurs, en particulier ceux exilés après le siège de 1530, dressaient un portrait plus sombre. Ils le qualifiaient errant de tyrannique, incompétent et moralement corrompu, menant une vie de débauche luxueuse avec de nombreuses maîtresses. L'une de ses maîtresses était Taddea Malaspina, une noble dame de la branche de Massa, de l'ancienne famille Malaspina. De cette relation sont nés 2 enfants, Giulio en 1532 et Giulia en 1535, comme mentionné précédemment. À cette époque, les enfants vivaient avec leur mère, entourés de nombreux membres du personnel et bénéficiant de tous les luxes liés à leur statut d'enfant du duc.
Bien qu'ils soient de tous deux illégitimes sans titre officiel, Alessandro les a reconnus et veillé à leur prise en charge. Après tout, ils étaient en Médicis, et cela seul leur garantissait une place unique au sein des murs du palais. Même sans preuve officielle de leur nomination comme héritier, de nombreux historiens pensent qu'il avait des projets pour eux. Alessandro, bien que né illégitime, avait accédé au pouvoir et pensait peut-être que ses enfants pourraient obtenir influence, statut, voire gouverner. En 1536, l'empereur Charles Quint tint une promesse politique faite au pape Clément VII en mariant sa fille, Marguerite d'Autriche, au duc Alessandro de Médicis. Ce mariage était une alliance stratégique destinée à consolider la position d'Alessandro en tant que dirigeant de Florence et, idéalement, à produire des héritiers légitimes. Malgré le prestige de sa nouvelle épouse, Alessandro demeura fidèle à sa maîtresse de longue date, Taddea Malespina. Comme beaucoup de dirigeants de l'époque, il considérait le mariage comme un devoir d'État et non du cœur. Mais alors que son pouvoir semblait assuré, des événements étaient déjà en train de se dérouler qui allaient mener à sa fin soudaine et violente. Dans la nuit du 6 janvier 1537, Alessandro fut attiré dans une rencontre privée et assassiné par son propre cousin et confident, Lorenzino de Médicis. Âgé de seulement 26 ans, Alessandro mourut sans héritier légitime. Marguerite d'Autriche n'avait que 14 ans à l'époque, et l'union n'avait donné aucun enfant. Étrangement, quelques mois après sa mort, un dernier enfant nommé Porzia naquit d'une autre maîtresse dont l'identité s'est depuis perdue dans l'histoire. Sa naissance mystérieuse ajouta une ultime touche d'intrigue au règne bref et controversé d'Alessandro. Avec la mort soudaine d'Alessandro, le pouvoir à Florence bascula du jour au lendemain, et ses jeunes enfants furent immédiatement pris dans la tempête du bouleversement politique. Âgé de seulement 4 ans à l'époque, Giulio, bien qu'il fût le seul fils d'Alessandro, fut écarté comme successeur du duché. À la place, Cosimo Prié, un membre de la branche cadette des Médicis, fut élu nouveau duc de Florence. Cosimo Prié, lui-même encore adolescent lorsqu'il prit le pouvoir, s'engagea à prendre soin des enfants orphelins de son prédécesseur, et, du moins en apparence, il tint cette promesse. La jeune Giulia fut envoyée à la Villa di Castello, paisible domaine familial dans les collines près de Florence. Éloignée des attentes rigides de la vie à la cour, elle fut placée sous la surveillance attentive de la mère de Cosimo, Maria Salviati, une femme pieuse et autoritaire dotée d'une grande influence. Certains pourraient considérer le déplacement de Giulia comme un exil, mais elle n'y était pas seule. Elle partageait à la fois sa maison et sa chambre avec Bia de Medici, la propre fille illégitime et premier enfant de Cosimo. Avec seulement 2 ans d'écart, les filles étaient plus proches de sœurs que de cousines, leur lien insufflant à Castello une énergie joyeuse. Maria Salviati veillait sur les filles avec diligence, surtout lors d'une terrible crise de fièvre en février 1542. Giulia, alors âgée d'environ 7 ans, survécut à la maladie, mais la petite Bia, 5 ou 6 ans, n'eut pas cette chance. Sa mort marqua un chapitre sombre dans l'histoire de la nurserie. La jeune Bia fut vivement pleurée par Giulia, sa grand-mère Maria et son père Cosimo. À mesure que Giulia grandissait, elle s'intégra pleinement à la vie de la cour. Fille du précédent duc, sa paternité n'était pas vue comme un désavantage et sa descendance de la lignée principale des Médicis était honorée, l'assassinat de son père étant comparé à celui de Jules César par Brutus. Elle montrait une grande fierté pour sa lignée et faisait preuve d'une assurance remarquable. Elle reçut également une éducation complète, apprenant les bonnes manières, les arts et les langues qui convenaient à une femme noble. Bien qu'illégitime, elle était tout de même traitée comme un membre de la famille et une grande attention était portée à son apparence et à son statut. Par exemple, à une occasion où Giulia avait environ 12 ou 13 ans dans l'épouse de Cosimo, Éléonore de Tolède entra dans une colère furieuse parce que la cape d'équitation de Giulia n'avait pas été correctement confectionnée. Elle était de la mauvaise longueur et manquait des ornements qu'Éléonore avait commandés. Finalement, Giulia devint une belle jeune femme, et beaucoup à la cour notèrent sa ressemblance avec son père Alessandro, partageant ses traits marqués et ses cheveux bouclés. Malgré son teint de peau plus foncé que la plupart des dames de la cour et sa supposée ascendance africaine, beaucoup la considéraient comme belle, et c'est à ce moment-là que Cosme commença à évaluer les prétendants potentiels pour elle.
En 1550, alors que Giulia avait environ 15 ans, Cosme arrangea son premier mariage. Son mari devait être Francesco Cantelmo, duc de Popoli, un noble de haut rang. Sa dot était énorme, valant l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars actuels. Ce mariage marqua l'entrée officielle de Giulia dans la société aristocratique. Elle n'était plus seulement pupille des Médicis, mais désormais duchesse à part entière. 5 ans plus tard, en 1555, une nouvelle tragédie survint. Francesco Cantelmo est mort et Giulia s'est retrouvée veuve au début de la vingtaine. Dans son chagrin, elle commanda un portrait à Alessandro Allori, l'un des grands artistes de Florence. Sur le tableau, Giulia apparaît digne, triste et fière. À côté d'elle, on aperçoit une chaise richement sculptée avec un accoudoir incliné, et les historiens de l'art ont proposé de nombreuses interprétations quant à ce que cela représente. Certains pensent qu'elle représente un terrain escarpé gravi par Hercule, d'autres affirment qu'elle symbolise le mont Laverna, un site catholique sacré associé à saint François d'Assise. De nombreuses autres théories ont également été avancées, mais la plupart s'accordent à dire que la peinture était la réponse de Giulia aux critiques concernant les origines nord-africaines de sa grand-mère et son mariage avec un muletier de Collavecchio. Pourtant, malgré toutes ces hypothèses, certains historiens de l'art ont affirmé que ce portrait ne représentait même pas Giulia. Pendant son veuvage, Giulia a passé pas mal de temps au couvent augustinien de San Clemente sur San Gallo. Sa demi-sœur Porzia y était abbesse, et Giulia soutenait financièrement le couvent. Elle était également mécène d'autres institutions augustiniennes. Elle se consacrait à la dévotion et à la charité durant ces années difficiles. En 1559, elle se remaria, cette fois avec Bernardetto de Médicis, un cousin de Cosme Ier. 1 an plus tard, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Alexandre en l'honneur du nom et de la mémoire de son père. Au début de leur mariage, Giulia et Bernardetto donnaient de somptueuses réceptions et s'occupaient d'affaires diplomatiques. Mais la vie à Florence n'était pas sans conflit. 3 ans après la mort de son épouse Eleonora di Toledo, le grand-duc Cosimo, premier 46 ans, prit pour maîtresse Eleonora degli Albizzi. Alors âgée d'environ 23 ans, leur relation donna naissance à 2 enfants. Une fille née en 1566 qui mourut en bas âge, et Giovanni, né l'année suivante et plus tard légitimé par son père. D'après les rumeurs, Giulia aurait exigé d'être traitée en égale d'Eleonora, une attitude audacieuse envers une femme déjà secrètement méprisée à la cour. Cette attitude a tendu sa relation avec Cosimo, et même après leur réconciliation, rien n'a vraiment été comme avant. Malgré sa passion pour Eleonora, Cosimo s'en est vite détaché et, en 1567, elle a dû épouser un noble déshonoré. Giulia et son mari se sont finalement installés à Naples en 1567, où ils ont lutté pour obtenir puis sécuriser le titre et les terres de la principauté d'Ottaviano. À Naples, l'influence de Giulia a continué. Là-bas, elle a géré des domaines, soutenu des institutions religieuses et assuré l'avenir de sa famille. Ses descendants, par l'intermédiaire de son fils Alessandro, ont porté le titre de prince d'Ottaviano, une lignée noble qui perdure jusqu'à l'époque moderne. Bien que Giulia ait marqué l'histoire, elle en était peu à peu oubliée. Pendant des siècles, elle a été effacée des œuvres d'art qu'il avait autrefois célébrées. L'un des exemples les plus frappants est une peinture de Pontormo représentant Maria Salviati avec un enfant. Pendant des centaines d'années, on ne voyait que Maria. Mais en 1937, une restauration a révélé qu'un enfant avait été effacé. La plupart reconnaissent aujourd'hui que l'enfant est Giulia de Medici. Sur le tableau, elle affiche une expression anxieuse, se tient près de Maria et ses traits distinctifs ressemblent à ceux de son père Alessandro. Le tableau, désormais restauré, est considéré par beaucoup comme l'un des premiers portraits européens d'une jeune fille d'ascendance africaine et européenne. Cependant, certains ne sont pas d'accord. Au départ, la plupart affirmaient qu'il s'agissait de Cosme Ier, tandis que d'autres soutiennent que l'enfant est en réalité Bia de Medici, faisant remarquer que Giulia et Maria n'auraient pas été assez proches pour justifier un portrait aussi tendre. Quelle que soit la vérité sur ce tableau, nous savons que son mari est décédé avant elle, peu de temps après l'année 1576 à Naples. Giulia de Medici est morte en 1588 à 52 ou 53 ans.
Peu de documents historiques détaillent ces dernières années, mais sa vie avait été étroitement liée aux fortunes et aux intrigues de l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Elle laissa derrière elle son fils Alessandro, futur seigneur d'Ottaviano et général des États pontificaux. Ses descendants revendiquèrent plus tard le titre de grand-duc de Toscane après l'extinction de la lignée principale des Médicis en 1737, bien que leurs efforts aient finalement échoué. Au final, l'histoire de Giulia reste un rappel que même ceux qui sont relégués dans l'ombre de l'histoire peuvent laisser un héritage qui résonne à travers les siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Giulia de Médicis, j'espère qu'elle vous a intéressé. Indiquez en commentaire le type de vie ou d'histoire à découvrir. Si vous voulez d'autres vidéos sur la famille Médicis, dites-le moi. Consultez l'histoire de Bia de Médicis via le lien ci-dessous. J'en ai parlé il y a environ 2 mois. Si vous avez d'autres suggestions, dites-le moi en commentaire. C'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Vides oubliées. Merci.